Bonjour à tous. Alors, je vous resitue tout de suite dans la temporalité. Nous venons d'enregistrer le 9e épisode, qui va sortir très bientôt, mais on s'était dit que, en attendant, qu'on allait sortir un mini hors-série, juste pour parler de nos lectures de 2024. Alors ça va être vraiment un épisode sans montage, sans rien, avec tous nos tics de langage tels qu'ils disparaissent étrangement lors d'un épisode monté. Voilà. Mais bon, je me suis dit, ça aurait pu être intéressant, comme ça, d'échanger quelques minutes sur des lectures qui nous ont plu. Par réflexe, je suis en train de tourner les pages de mes notes où il n'y en a pas, du coup. Donc, on y va, je pense, chacun son tour, une petite reco ou pas, d'ailleurs. Je te laisse commencer. Est-ce que tu as envie de nous parler d'un auteur, d'un livre, de quelque chose ? Oui, j'ai plein de choses à dire sur ce parcours littéraire de 2024 qui fut ponctué de déceptions. Voilà. 2024, l'année de la déception. Petite histoire, parce que j'adore raconter des histoires. Mais à Aix, il y a une super librairie qui s'appelle l'Antre de Calliope. Et c'est une librairie des imaginaires. Et j'y suis allée prendre déjà des recommandations. Et je tombe sur un bouquin qui s'appelle Les Évangiles écarlates de Clive Baxter, je crois. Baker. C'est ça. Peut-être. J'ai même pas retenu son... Ouais. Mm-hmm. Et donc j'étais hyper heureuse, comme quand on achète un bouquin. Donc le soir, je me fais une petite préparation, je me fais couler un bain, je me coule dedans, et je me dis, ça y est, je vais avoir le super kiff de pouvoir lire, quoi. Je me mets dans mon bain, je commence à lire, et là, je pense honnêtement que c'est le pire bouquin que j'ai lu de ma vie, et pourtant je me force à toujours les finir. Là, j'en ai lu 5 pages et j'ai pas pu, c'était à filer la nausée. Je pense qu'aucun bouquin ne mérite un autodafé, sauf celui-ci, qui est d'une part très mal écrit, mais passe encore, mais c'est surtout il y a quelque chose de pervers et de mauvais, de profondément mauvais dans ce bouquin. J'ai détesté ce livre. Donc c'est le bouquin qui m'est venu en tête quand tu m'as parlé des bouquins de cette année. Ouais, des lectures marquantes de 2024. Mais celui-ci, c'est violent. En fait, il est très violent. Bon, y a pas de... Peut-être connaissez-vous cet auteur qui est connu pour Tête d'épingle, ce personnage avec un visage quadrillé et des épingles. Mais il est d'une telle violence, d'une telle lubricité. Je pense que lire ces quelques pages a de quoi salir une âme. Mais je me suis sentie salie dans les plis les plus intimes de mon être. Donc je l'ai balancé hors de la baignoire. J'ai ravalé ma déception. Non, je rigole. J'en ai parlé à tout le monde. Ne lisez jamais ce bouquin. Après, j'ai lu quoi ? J'ai lu beaucoup de Granger. J'ai lu une déception de Granger qui s'appelle Le Jour des Cendres, qui, pareil, est très mal écrit. Une histoire qui n'a aucun sens. Et toi, t'avais déjà lu des Granger, toi ? Et je les ai quasiment tous lus. Et il m'est revenu une sorte de phase où j'avais envie de tout lire un peu compulsivement plutôt, entre deux bouquins de théologie. Je lis ça entre deux bouquins de théologie, je lis des bouquins avec des gens qui tuent d'autres gens, pourquoi pas. Mais celui-ci, il était mal écrit, l'histoire n'a aucun sens, le dénouement n'a aucun sens, et ça m'a laissé un goût de cendre, littéralement. Okay. C'était très mauvais aussi, pareil, autodafé, puis on s'en débarrasse. Ok, parce que là, en gros, tu les avais lus un peu à la suite, non ? C'est pas ça ? Non, je les ai lus. Le Jour des Cendres, je l'ai lu, on était en juillet. Ouais, on était fin juillet. Et les Évangiles écarlates, on était en octobre. Ok. Donc voilà. Et en fait, j'ai une sorte de... On va pas parler que de mes déceptions parce qu'il n'y a pas eu que ça. Mais j'ai une sorte de fascination pour ce que d'aucuns pourraient qualifier de romans de gare. Je trouve que les romans de gare sont très riches et recèlent une pluralité d'univers. Et du coup, j'ai lu... Je ne dis pas que McDowell fait des romans de gare, bien qu'il dit lui-même qu'il n'écrit pas pour la postérité, mais qu'il écrit pour des raisons commerciales, pas dans le sens péjoratif du terme, mais pour raconter des histoires, pour justement faire découvrir aux gens le plaisir de lire des histoires. Et donc, je pense que j'ai été, comme tout le monde, dans les librairies, happée par la beauté des couvertures,
notamment de Blackwater. Mais j'ai commencé par Cathy, qui pareil. C'est Blackwater. Ouais. Parce que ça, je les ai vus partout. Tu les as lus? Et je les ai tous lus, mais en fait j'ai essayé de prendre ça un peu à contre-pied. Je suis tombée sur Cathy, pareil avec une couverture un peu chouette. Il se passe plein de trucs. J'ai pas tout compris. Enfin, pareil, mais en même temps, j'étais prise vraiment le roman de gare par excellence. Et en même temps, je me suis dit merde, j'ai pas l'impression que ce soit un bon roman. Mais en même temps, putain, il m'a pris la main j'ai passé 2 heures où en fait je me suis éclatée. Ouais, juste ça marche quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ça marche. J'ai eu une histoire, c'est ce que je veux. Du coup, j'ai lu les Blackwater. J'ai été étonnamment surprise en bien parce que j'avais eu de mauvais retours. J'ai lu Les Aiguilles d'or que j'ai trouvé. Là, pour le coup, je l'ai trouvé extraordinaire. Même auteur? Ouais. Ah oui, t'as tout lu quoi. Oui, j'ai lu tout ce qui est sorti. Donc pareil, hyper surprise, mais en bien. Et là, je fais quelque chose de très mal, c'est que je lis au travail quand il n'y a personne. Mais et en même temps, je me dis, qui dit roman de gare, dit moment de lecture un peu, voilà, Oui, t'es en partance, t'es envolé. Je trouve que c'est la meilleure manière de lire un bouquin. Et j'ai lu Lune froide sur Babylone, dont j'ai envie de parler parce que c'est tout frais dans ma mémoire, mais parce que ça fait référence au livre que j'ai commencé aussi. On sent, pareil, comme dans Blackwater, une sorte de moisissure, une sorte d'eau croupie dans lesquelles évoluent les personnages. Et forcément, cette eau stagnante, cette eau des marais, est propice au meurtre et à l'évolution et à tout ce qu'il y a de plus mauvais en nous. Et sur ça, je l'ai trouvé bien écrit. En fait, je trouve ça très chouette avec lui, c'est qu'il va raconter une histoire un peu comme King, en fait. C'est très visuel. Donc j'ai fermé le bouquin, j'ai commencé immédiatement après The Fisherman de... le nom m'échappe. Et en fait, il ressemble énormément à Lune froide sur Babylone. Donc si vous lisez le premier, ou si vous lisez le deuxième, faites l'inverse. Et pour moi, c'est l'illustration même de ce qu'est un roman de gare, c'est-à-dire t'es attablé à un comptoir, t'as un vieux pilier de comptoir qui arrive, tu sais pas quand il est parti, en fait peut-être même qu'il est né avec les murs, on sait pas, et il fait froid, il pleut, et le mec vient te raconter une histoire qui n'a pas d'âge, qui vient de nulle part en particulier, et cette histoire-là, elle te marque et tu l'emportes avec toi comme une sorte de nouveau bagage. Et t'es en partance en fait et tu repars avec quelque chose de plus, des images en plus. Enfin, et je pense que c'est ça aussi une bonne histoire, c'est de se sentir au coin du feu. On nous raconte une histoire, une vieille histoire un peu terrifiante. Et dans Le Fisherman, c'est ça, on nous raconte une histoire un peu horrible et récit enchâssé, il se passe plein de trucs. Voilà. Okay. Donc là, pour le coup, très bonne lecture. Okay. Je l'ai commencé hier, donc j'ai lu que la moitié. Mais c'est un très bon bouquin, je pense. D'accord, je note. De toute façon, je vais noter un peu tous les bouquins dont on parle et tout. Là, tu vois, t'as parlé d'un auteur que t'as, du coup, lu dans son intégralité. Moi, c'est un peu le truc que je fais. Je pense qu'on est un peu pareil sur ça. C'est qu'en fait, dès qu'on a un auteur qui nous plaît, on a tendance à le diguer d'un coup. Moi, je fais ça aussi. Et derrière, il y a ce truc, c'est qu'en fait, moi, quand je sors la main de l'engrenage, j'ai beaucoup de mal à me remettre souvent dans les trucs. Ça m'était arrivé, par exemple, avec Bernanos, qui est un auteur que j'adore. Du coup, j'avais lu le premier, qui était Sous le soleil de Satan. J'avais trouvé ça exceptionnel. Du coup, j'avais tout lu, sauf le dernier. Et genre, franchement, pour me réchauffer à lire le dernier, ça a été flemme totale. Moi, je l'ai lu quand même, voilà. Et cette année, moi, un des trucs qui m'a vraiment plu cette année, c'est un auteur que je connaissais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais lu. Mais c'est toi qui m'a motivé à le lire, et je vais dire ça d'ailleurs 2 fois dans les recos que je vais faire. Première fois, c'est Julien Gracq. Julien Gracq, qui est vraiment ma claque de l'année. Enfin, vraiment, Julien Gracq, claque de l'année. Et là, c'est pareil, je me suis dit, ok, je vais lire ce que je peux d'affilée, quoi. J'ai un peu enchaîné. Auteur de fou, genre vraiment auteur exceptionnel. Donc, et je suis trop content de m'être chauffé pour ça. Donc, Château d'Argol, incroyable bouquin, vraiment incroyable. Rivage des Siertes, totalement ouf. Entre les deux, il avait écrit Un beau ténébreux, qui est moins bien, mais quand même très bon. Et là, j'ai terminé Un balcon forêt, qui est son 4e et dernier roman.
Et c'est pareil, c'est une claque. Alors il y a un petit élément que je trouve un peu douteux dans l'histoire quand même, mais bon, à part ça, sinon l'histoire est quand même très très bien. Et Balcon en forêt, c'est trop intéressant parce que c'est comme le Rivage des Siertes. Ok. C'est le même sujet, sauf que Rivage des Siertes, ça se passe dans une contrée imaginaire, d'un mec du coup qui est posté dans un fort et qui doit attendre l'attaque ou non sur la mer d'une nation voisine, le Fargestan. Et Balcon en forêt, en fait, c'est la même œuvre ancrée dans le réel. Et c'est un mec qui est planté dans un blocos dans les Ardennes en 1941, je crois, oui. Et il doit attendre ou non l'arrivée des nazis par la forêt des Ardennes. Ok. Donc, petit spoil, ils sont passés par les Ardennes. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais en tout cas, le personnage, il en doute tout le long. Et il y a pareil, ce même truc un peu en mode, le temps, il n'a pas vraiment d'emprise sur le personnage, tout est très lent, machin, il est dans la forêt, bon, voilà, dans les Siertes, c'est la mer, dans un balcon forêt, c'est la forêt, mais c'est les mêmes propriétés, tu vois, c'est quelque chose d'immense, d'inerte et à la fois de mouvant, et le personnage, il se laisse tomber dans ses rêveries, tout ça. Mais ce que j'ai trouvé assez ouf, c'est que vu qu'il est ancré dans le réel, petit à petit, il y a une espèce un peu d'horloge de l'apocalypse qui se met en place, et alors au début du roman, il n'y a pas vraiment de temporalité, et d'un coup, il commence à y en avoir une. Genre en mode le 10 mai, le 11 mai. Pourquoi ? Parce que l'attaque des nazis par la forêt des Ardennes, elle est datée, du coup. Et du coup, tu sens arriver l'inévitable. En mode, si, ça arrive, frère, tu vois. Et j'ai trouvé ça très fort. Donc en gros, voilà, tout ça pour dire, je parle de ce bouquin parce que c'est le dernier que j'ai lu, mais sinon, Grac en général, vraie claque. Toi, t'avais lu Argol, les Siertes. Les Siertes, ouais. J'ai adoré, mais je pense que, en fait, dans Château d'Argol, t'as un truc hyper sec, alors que Rivage des Siertes, t'as l'impression que c'est... Ouais, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça, t'es dans le sable mouillé, en fait. C'est ça, c'est l'image que j'ai de... Ouais, je suis d'accord. C'est hyper poisseux. Moi aussi, il y a le truc, c'est que Argol, je trouve qu'il l'a jamais refait après, à ce point, mais je trouve que Argol, il est très très goth. Très très gothique, je trouve, dans ce truc. Déjà, ça parle d'un château, il va décrire ce château, ce truc-là, la forêt. Il y a beaucoup de propriétés très très gothique. Il y a un passage, on en avait parlé une fois, mais je trouve que c'est le passage le plus fou du château d'Argol, où le narrateur et un personnage vont marcher dans la forêt, c'est une forêt vraiment très sombre, et ils tombent sur une église, je crois, ou une cathédrale qui est abandonnée dans la forêt. Et ils rentrent dedans, et vraiment, là, il y a toute une description, il va décrire cette cathédrale comme une espèce de bathyscaphe ou de sous-marin qui coule sous la mer, et comme si cette forêt engloutissait la cathédrale et que les branches contre les vitraux, oui, contre les vitraux, oui. Oui, j'ai douté du pluriel, étaient comme des algues qui viendraient recouvrir un bateau enfin, je trouve ça trop fou, quoi. C'est magnifique. Ah oui, ce passage, il a pleuré a pleuré de beauté, quoi. Franchement, il y a plein de passages où genre il se met des claques, c'est vraiment trop bien écrit, quoi. Grac, c'est incroyable. Donc ouais, ça c'était une de mes claques de l'année. Deux autres trucs que j'ai beaucoup aimé, si je peux les citer là comme ça. Un, vite fait comme ça, parce que je l'ai lu il y a pas si longtemps et j'ai adoré. J'ai l'impression que tout le monde l'a lu ce bouquin et moi je l'avais pas lu. Elle s'appelle Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq. C'est un essai sur la place des femmes dans l'histoire, et c'est par chapitre. Ça remonte très loin, Okay. et c'est trop intéressant. Franchement, méga intéressant. J'ai appris plein de trucs. D'accord. Donc Les Grandes Oubliées, tuerie. Okay. Trop bien. Voilà, franchement, donc c'est vraiment un essai facile à lire, d'histoire, qui est vraiment, en plus, assez fun à lire. Il est très ludique, très machin, et c'est vraiment assez dingue. Voilà, j'ai appris plein de trucs. Et j'ai un dernier truc qui m'a marqué cette année, et lui, je pouvais pas ne pas en parler. On en a parlé dans ce podcast, et pareil, c'est toi qui me l'as conseillé, même si je le connaissais aussi, et pareil, méga claque, on en a parlé dans ce podcast, c'est Paul Auster. Belle découverte de l'année pour moi, Paul Auster, c'est assez fou. Je suis quand même étonné d'à quel point cet auteur est célèbre, quand même. Enfin, il est célèbre parce que c'est génial, mais d'un autre côté, c'est quand même assez perché, quand même. Ouais. Pourquoi il est si connu? Non, mais c'est vrai, je me dis, pourquoi il a un tel impact populaire? Enfin, je veux dire, il est quand même plus niche qu'il en a l'air. Ouais, c'est ça. Bah oui, on le voit avec Trilogie new-yorkaise. Tous ces bouquins sont comme ça. Ouais, clairement, genre Moon Palace, très très étrange aussi. Genre, il y a toujours cette notion de personnage qui va petit à petit s'abandonner, se perdre, devenir un hobo un peu. Puis, enfin, c'est assez étrange, mais c'est un auteur quand même très très populaire. D'ailleurs, on le voit à notre micro-échelle,
qui est que nos podcasts, si ce n'est les 2 premiers qui ont plus d'écoute, ça c'est normal, c'est comme les 2 premières tracks d'un album qui sont toujours plus écoutés, eh ben notre épisode sur Paul Auster est celui qui a été le plus écouté. D'accord. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt global sur Paul Auster. Les gens l'adorent. Alors peut-être aussi c'est lié à... C'est l'année de son décès quand même, 2024 ou 2023 ? Non, c'était le début de... C'était l'année du décès. On a appris cette nouvelle grâce à la librairie Goulard. C'est vrai ? Ouais. Je vais sur Goulard pour regarder un bouquin et je vois bannière noire, Paul Auster, je sais plus sa date de naissance, 2024. Putain, j'étais dégoûtée. Il a été dans les années 50, je crois. Merde. Non, mais... Triste journée. J'ai refermé le site. Non, mais en plus, moi, je tiens à dire qu'avant qu'on ait enregistré du coup le podcast sur Paul Auster, Cité de Verre, je l'avais lu alors que j'étais au Canada. Donc, bon, certes, j'étais pas à New York, c'était quand même pas la lecture ultra sur le terrain, mais quand même pas loin, parce que j'étais quand même dans une ville avec des immeubles très très hauts, et je déambulais ça et là, et parfois j'ai bouquiné ça dans un café en bas de grands immeubles et tout, et je me suis dit que c'était peut-être une des expériences de lecture les plus cool que j'ai jamais lues, et donc j'ai vraiment kiffé ce Cité de Verre, et du coup Paul Auster qui est une de mes belles découvertes de l'année, quoi. Ouais, moi, c'est vrai que, en fait, j'ai eu beaucoup de bonnes surprises. Bon, déjà, McDowell, mais c'est une chose, mais parce que j'ai eu pas mal de bouquins de théologie, des bouquins d'histoire. Notamment, j'ai lu... en théologie, ça va faire écho aux grandes oubliées. Les miroirs d'Ève, qui parle justement de la place de la femme dans la chrétienté, bon, dans la Bible, et de manière un petit peu plus étendue dans la chrétienté. Très intéressant ce bouquin sur les mots et l'importance des mots dans la Bible aussi. Ça, c'était hyper intéressant. Il y a pas mal de... Putain, c'est Lire... Ouais, c'est Lire qu'on a fait un fascicule hors série qui est super. De lire ? Ok. Et en lecture, du coup, ça va faire aussi un peu écho avec un des podcasts qu'on a enregistré. J'ai lu La Colline hantée, que j'ai... La Colline hantée, haha. Et ben ça fait écho à Shirley Jackson, mais en pas bien. En fait, ça se veut être la suite de La Maison hantée, mais c'est pas écrit du tout par la même personne. Ce n'est pas écrit de la même manière, ce n'est pas la même histoire. En fait, ça aurait pu être un bon roman dans ses proportions si ça ne s'était pas revendiqué comme étant la suite. Okay. Parce que ça n'a rien à voir. Donc j'ai été profondément déçue. En plus, je l'ai lu au moment où on tournait le podcast. Donc j'étais là, Shirley Jackson... Enfin, non. Mais c'est une suite affirmée, genre ça se passe à Hill House et tout ? Ça se passe à Hill House. D'accord. C'est vraiment le même... elle a essayé de faire une suite, en fait. Ça se passe à Hill House. La maison est un peu possédée, etc. En fait, c'est l'histoire d'une dramaturge et de sa femme qui fait du chant. Et elles ont besoin d'une maison pour justement écrire une pièce. Et elles tombent comme par magie sur Hill House, qu'elles arrivent à louer. Mais je sais pas, dès le début, t'es une sorte de lapin géant diabolique qui apparaît, qui disparaît. Ouais. Voilà. On m'a déjà perdu. Voilà, vous m'avez perdu. Dans le rétro, elle voit une sorte de lapin immense avec du sang qui coule de ses dents. Et là, je me suis dit, mais putain, merde, on est en train d'essayer de faire découvrir Shirley Jackson et l'immensité de son talent. Ouais. Et je me vois avec un outrancier nul comme ça. Ouais. Et je me vois un lapin qui a les quenottes pleines de sang. Je me suis dit, merde. Ok, non, ça c'est pas possible, vous êtes... Non. C'est du coup, outrancier, quoi. Ah ouais, j'étais déçue. Et juste après, j'ai lu... Les Évangiles écarlates. Ouais, Clive Baker. Je les ai achetés en même temps, en fait. Hein. Okay. Ça, c'est un auteur qui je le connaissais, il m'a jamais tenté. Mais là, tu m'as confirmé que vraiment c'est... Bah, en fait, Et pourtant, il est connu, hein. Clive Baker, très connu. Il est un peu au même titre, alors pas au même titre quand même, mais c'est un peu une des légendes de l'horreur américaine, avec lui et King. Enfin, c'est surtout King pour le coup, du fantastique, là, mais Clive Baker, il est là quand même, hein. Genre, tu vois, souvent, parce que comme tu dis, il y a Tête d'Épingle, il y a Pinhead, il y a... tu vois, c'est Hellraiser... tout ça, il a créé des lores et tout, mais j'avoue que ça a quand même pas l'air super ouf écrit. Peut-être que je me trompe, peut-être que là t'es tombé sur le mauvais.
En tout cas, moi, j'avoue que ça m'a jamais trop tenté non plus. Mais effectivement, quand même, c'est un auteur un peu culte quand même, Clive Barker. Oui. Mais c'est sûr, en fait, c'est surtout que je me suis revue le soir donc, dans ma baignoire avec mon immense déception. Je me suis revue la libraire qui me disait Vous êtes sûr Vous êtes sûr de vouloir lire ça Oui, pourquoi j'aime bien King. Elle me dit Ah, d'accord. Et en fait, j'ai compris après coup et j'en ai discuté avec elle le lendemain. Elle m'a dit Bah ouais. Elle était pas de si mauvais conseils. Non, elle est toujours de très très bons conseils. Et là, mon Dieu. Mais en fait, j'ai même pas les mots pour décrire l'immensité de cette merde. Mais je mets plein d'emphase sur le mot merde parce que pour moi, c'est ce que c'est. Tu vois, dans tout ce que ça a de plus putride, de plus dégueulasse. Voilà. Ah, il m'a dégoûté. Bon, ben, je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on termine notre petite rétrospective 2024. Donc, moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs de lecteur, j'ai de la chance. J'ai eu des bonnes lectures. On va espérer continuer à faire des épisodes quand on peut en 2025. On a certaines idées pour certains épisodes. Comme je le disais en début de podcast, là, l'épisode 9 sort très bientôt. Et l'épisode 10 a été d'ores et déjà décidé. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite déjà une bonne année. Bonne année. Ce qu'on aurait pu souhaiter tout de suite, en fait. Donc on vous souhaite une bonne année. Et puis plein de bonnes choses, quoi. Et plein de bons... Merde, hein. Plein de bonnes lectures. Et plein de bonnes lectures, ça c'est clair. Allez, on vous fait des bisous, et puis à bientôt pour l'épisode 9. À bientôt.